Progresser en tant que coach, une question qu'on se pose pas souvent, un sujet très intéressant. Merci à Damien322 pour la question. Nous sommes dans l'épisode numéro 3 du point d'interrogation présenté par Metalbox. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Entraîne-toi avec le bon matériel. Depuis plus de 25 ans, Metalbox est LA référence française des sports de combat. Découvre la gamme pour coach et combattants sur metal-box.com et profite de 25% de réduction cet été avec le code promo FightMinds. Avant de commencer, petit rappel, point d'interrogation, c'est un nouveau format qui est présenté par Metalbox, merci à eux. Le but du programme, tout simplement, c'est on prend vos questions, donc mettez-les en commentaire, on prend vos sujets et chaque semaine, on traite d'un sujet qui nous a attiré le regard. Cette semaine, comment progresser en tant que coach? Une question qu'on a vraiment appréciée. Par où commencer? Je te passe la balle. Honnêtement, je te passe la balle. J'ai pas mal de choses à dire sur le sujet, mais je suis très intrigué par savoir quelle sera ta porte d'entrée. Ah bah c'est une question qui est extrêmement vaste, mais je pense que pour démarrer la question, il faut comprendre que voilà, je pense que l'élément de réponse le plus probant, c'est nous sommes aujourd'hui en 2024, regardez le MMA en 2014, regardez le MMA en 2018 et regardez-le aujourd'hui. Et on va se rendre compte que 2018, c'est pas très très loin de nous, mais il y a déjà des changements. Alors il y a moins de changements techniques entre 2000, bien sûr 18 que 2014, mais il y a des changements technico-tactiques. Mais si on regarde 2014, on va se rendre compte qu'il y a carrément des changements techniques, des progressions. Tout ça pour expliquer quoi? Que ce sport est en perpétuelle évolution, que le niveau technique qui, si on devait l'établir, j'aime pas faire ça parce qu'on dit les ceintures, c'est fait pour le jiu-jitsu brésilien, mais ne serait-ce que sur le niveau de sol, si on devait étalonner le niveau de sol, en 2014, c'était un milieu ceinture violette, début de ceinture violette, et aujourd'hui, c'est un gros niveau ceinture marron pour la plupart des athlètes qui sont dans l'octogone. Je dis bien la plupart, il y a des beaucoup plus forts et il y a aussi des moins forts. Et pareil pour le niveau en lutte, pareil pour le niveau en cage control, pareil pour le niveau d'athlétisme en général, au niveau de l'analyse corporelle, au niveau des capacités respiratoires, musculaires, et pareil au niveau du stand-up. Donc voilà, il y a une dimension physique, une dimension tactique, une dimension technico-tactique qui évolue. Et on parle juste de 10 ans, on parle pas de 93, parce que si on regarde 93-2000, c'est même pas le même sport. Donc la meilleure des choses pour comprendre ça, c'est que voilà, notre travail est en perpétuelle évolution. Il y a des techniques, il y a le niveau technico-tactique, il y a les avancées de récupération, les études sur la récup. Il y a énormément de choses dans le cercle, dans l'écosystème d'un combattant de MMA à prendre en compte, qui font qu'on est obligé de faire de la formation continue et d'évoluer au fil des semaines. Sinon, je pense qu'en 2 ans, un très bon coach peut devenir pas très mauvais, mais peut cumuler suffisamment de lacunes pour faire rater un training camp. Ouais, le mot que j'aurais bien aimé utiliser, c'est obsolète. En 2 ans d'inactivité en tant que coach, il devient vite obsolète dans beaucoup de sports, mais surtout en MMA. J'aime bien ta porte d'entrée parce que ça met en avant 2 points que moi je voyais comme très importants. C'est avoir une soif d'apprendre, notamment parce que le sport est en constante évolution et même parce qu'à l'instant T, c'est impossible de tout savoir. Tu en apprends tous les jours en MMA si tu te renseignes en minimum. Donc ça, c'est le premier point, la soif d'apprendre, la curiosité. Et le deuxième point, c'est la remise en question. Je pense qu'en tant que coach, si tu veux progresser, tu dois être capable de te remettre en question. Il y a toujours cette notion d'ego qui rentre dans les discussions. Comment être un bon combattant, comment être un bon coach, comment être un bon manager. L'ego doit être présent pour te donner l'envie de réussir, mais tu dois aussi être capable de mettre l'ego de côté pour rester humble dans où tu en es. Et si tu es capable d'être humble en disant « Ok, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à faire progresser dans mon rôle », c'est là où tu vas te donner un peu du vent dans le dos en disant « Ok, si tu as un ego surdimensionné, c'est non, je suis le meilleur, je me pose pas en question, ce que je dis, c'est la vérité, je suis un gourou à l'entraînement », là, tu es mal barré. Si tu arrives à mettre ton ego de côté de temps en temps,
bah, ça te permet justement de te poser les bonnes questions pour chercher à comment évoluer dans ce rôle. Ouais, c'est-à-dire que il faut être un leader de groupe, mais il faut pas forcément être un mal alpha. C'est-à-dire que tu peux pas arriver avec ton ego et dire c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai le plus de connaissances, ça, parce que déjà c'est pas vrai. Et que en plus, malgré tout ça, il y a toujours, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui va sortir une nouveauté, que ce soit sur une compète de grappling, de lutte, de MMA. Il y a toujours des choses à mettre, à regarder, à essayer de mettre en pratique, des leçons à tirer de n'importe quel combat à très haut niveau. Et du coup, je pense que il faut, ouais, le critère, maintenant qu'on a établi un peu la base de pourquoi ce métier est en constante évolution, je pense qu'il faut dire qu'en un, c'est vraiment de la passion parce que si tu t'infliges des heures et des heures de visionnage juste dans l'optique de performer, déjà tu vas pas les absorber correctement et en plus tu vas très vite être lassé par le système parce que si tu regardes ça d'un œil normal, tu es noyé par l'information. Il faut regarder ça d'un œil critique, mais critique d'analyste, critique de performance. Et là, effectivement, si tu fais ça, tu te remets à jour toutes les semaines, tu peux trouver des nouveaux angles, une simple question que je me pose, moi, je le disais la dernière fois lors de précédents Coach Talk, je sais pas, il y a pas de moyenne. En ce moment, il y a les JO, il y a peu d'événements de MMA, mais sinon, peut-être 5 heures, peut-être des fois un peu plus par semaine, c'est mon visionnage de MMA. Quand il n'y en a pas, j'essaie de rattraper un peu, de regarder du grappling, de la boxe ou d'autres trucs. Et en fait, la question qu'il faut se poser tout le temps, c'est OK, comment il a gagné ce round? Comment il a gagné ce combat? Comment il s'en est sorti? Et à partir de là, tu peux tirer des enseignements d'à peu près tout ce que tu regardes et pouvoir après le répercuter sur des problématiques liées à ton camp, le camp de ton athlète, les performances en sparring et un ensemble de paramètres. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a ce côté observation de ce que font les autres pour tirer le bon, enlever le mauvais. Moi particulièrement, je pense qu'il y avait une série sur Netflix, une très courte série, genre 5-6 épisodes, il suivait par épisode un coach. Il y avait notamment Mourinho dans le tas, il y avait un coach de tennis aussi. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir la pédagogie, la vision des coachs d'autres sports pour pouvoir tirer des choses en MMA. Et je pense aussi un truc qui manque sur l'UFC Fight Pass et qui serait très bénéfique pour les fans, mais aussi pour les coachs, c'est la capacité de décider ce que tu veux entendre. Tu vois, je veux pas entendre le public, je veux juste entendre les frappes dans la cage et le coaching. T'imagines la qualité que ce serait? Et je pense que pour un coach, ce serait très intéressant de pouvoir un peu analyser ce que les autres coachs disent pendant un combat pour se dire, ah, bah tiens, moi j'aurais pas dit ça, ou ah, c'est une super info de donner ce genre de truc. Et donc, je pense que ça rejoint un peu cette lignée de constamment se renseigner. C'est pas uniquement sur ton sport, c'est aussi sur comment tu peux mieux faire ce que tu es supposé bien faire en tant que coach. Et ça passe par s'inspirer des plus grands, s'inspirer des autres plus grands pour ceux qui sont déjà dans cette catégorie-là. Ouais, s'inspirer des plus grands et s'inspirer même d'autres domaines de compétences. C'est-à-dire que on va se placer dans la question dans le rôle d'un head coach. Sauf que le head coach, il a beau être sur le papier celui qui fait la corrélation entre tout le monde, donc sur le papier le plus complet des coachs du système, ben, tu peux pas tout maîtriser, notamment l'aspect scientifique. Donc, je pense que l'évolution, elle doit se faire avec un dialogue ouvert d'équipe où le mec te dit bah tiens regarde Alric, ça c'est nouveau pour la nutrition, pour le camp, ça c'est nouveau pour la prépa physique, comment on va l'intégrer sans trop dénaturer et changer complètement parce que les athlètes ils ont un côté un peu fétiche, les athlètes dont on s'occupe, c'est-à-dire que tu peux modifier mais tu peux pas tout chambouler parce qu'ils ont besoin d'une évolution dans leur camp, de repères sur ah bah le camp d'avant j'ai fait ça, j'étais fatigué, et le camp d'avant aussi. Donc si tu commences à tout modifier d'un seul coup, ça peut créer des préjudices, notamment sur le retour d'informations et sur le précédent, sur le N-1, tu vois, parce qu'ils fonctionnent beaucoup comme ça les fighters. Et de ce fait, ben tu dois essayer d'être capable de faire évoluer ton truc sans le dénaturer complètement. Et donc ça nécessite une remise en question personnelle et aussi d'être capable d'écouter l'équipe et que l'équipe ait cette même volonté. Tu sais, souvent, moi, ce que je reproche à certains médecins et gens du médical, c'est qu'en fait,
tu les écoutes parler. Pas tous, attention, hein, parce que là, on sait qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent sur Fightman qui sont dans ce côté médical. Ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il a avec les médecins? J'ai rien contre les médecins. Mais de temps en temps, il y a une vision un peu obtuse et non progressiste du truc où ils restent un peu dans leur suffisance et ils sont, comment dire, pas reclus sur eux-mêmes, mais un petit peu réfractaires aux nouvelles technologies, aux nouvelles études et aux nouveaux travaux. Et je pense que c'est vraiment surtout pas ça qu'il faut faire aujourd'hui, parce que ce métier, et quand je dis ce métier, c'est le sport dans sa globalité, est en perpétuelle évolution. Et même du côté prépa mentale, médecine, sciences, préparation physique, réathlétisation, aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est aujourd'hui que le sport fait le plus de progrès dans tous ces domaines qui sont classés dans scientifique. Et il faut surtout les écouter et essayer de les mettre à profit, parce que je pense que la différence, elle va se faire aussi beaucoup là-dessus. Ben, c'est assez marrant. Je vais faire une petite digression, que tu prennes comme exemple le milieu médical, parce que je connais très bien, enfin, j'ai deux amis euh, qui sont dans le domaine médical et qui sont tous les deux un peu dans une phase de remise en question de ce qu'on leur a appris à l'école, et du fait ils se sentent un peu bloqués par ce qu'on essaye de leur inculquer comme connaissance. Ils sont déjà dans le métier, donc ils sont déjà diplômés, et ils essayent de remettre des choses en question, et c'est assez bloqué. Comme tu dis, c'est un genre de paquebot où tu navigues très peu dans la progression, alors que justement c'est un milieu qui est supposé exploser avec la technologie. Et donc je trouve ça assez juste. Et ce que j'aime bien là-dedans, parce que l'analogie est très bien trouvée, c'est autant pour un coach que pour un médecin. Je pense qu'avant même de se poser la question de comment progresser, et tu l'as très bien dit, c'est se poser la question de quel est mon rôle, qu'est-ce qu'on attend de moi. Parce que là, tu prenais l'exemple du head coach, et ce que j'ai bien aimé dans ton exemple, c'est en tant que head coach, tu peux pas être à la pointe de la connaissance de tout ce dont l'athlète a besoin en termes de sommeil, en termes de nutrition, en termes de prépa physique, en termes de MMA. C'est impossible d'être un humain, un cerveau avec une connaissance experte dans tous ces milieux-là. Donc, en tant que head coach, tu dois savoir que toi, on n'attend pas à ce que tu donnes les meilleurs conseils en nutrition. Par contre, c'est ton rôle de trouver un très bon nutritionniste qui va bien encadrer tes coachs. Donc, C'est pour ça. progresser, tu dois préalablement te poser la question de, OK, qu'est-ce qui est attendu de moi? Donc, quels sont mes objectifs? Et comment est-ce que je fais pour mieux réussir ces objectifs? C'est ça. Le head coach, son rôle principal, c'est de prendre les décisions, en fait. Hmm. Si on doit le résumer, c'est ça. Tu as des avis qui divergent. Je te dis une bêtise. L'athlète, le nutritionniste et le préparateur physique qui sont pas d'accord sur un point. Je sais pas, pour donner un exemple et que tout le monde nous comprenne, ce serait, allez, la situation du poids de l'athlète, elle est pas bonne. Tu as le préparateur physique qui dit qu'il faut faire plus de dépenses caloriques, la nutritionniste qui dit qu'il faut réduire l'apport, et l'athlète qui dit j'ai faim, je suis fatigué, j'ai besoin de plus. Et à partir de là, donc, tu as des solutions que tu mets en place, mais il va falloir écouter une personne, parce que tu dois prendre cette décision. Alors, on augmente la charge de travail, on diminue l'apport calorique, ou on modifie la diète pendant le truc. Et voilà, le rôle, et en sachant que le head coach, ben, c'est souvent un combattant, un ancien combattant qui n'a pas fait spécifiquement d'études, hormis Nicolas Haute, pour le bien nommé, qui lui est également diététicien. Mais sinon, voilà, tu dois te remettre en question, écouter. Et là, l'expérience et l'équipe que tu vas mettre autour de toi, elle est importante, parce que c'est ce genre de décision que tu vas devoir prendre. Il n'y a pas que des décisions sur le point de vue technique. Et si tu sais pas te remettre en question, tu peux être très préjudiciable à ton athlète. Donc là, c'était un exemple comme un autre. Mais il y en a tellement. Ça peut être une blessure. Et pareil, l'athlète, il va vouloir reprendre plus vite. Le médecin n'est pas d'accord. Le préparateur physique qui fait l'arrêt, il a également un autre avis. Donc voilà, si on doit résumer ce qu'on fait en une phrase, c'est prendre la décision, trancher. Et Dieu sait que dans une équipe, elle a beau être en parfaite harmonie, quand tu as 5, 6, 7 intervenants différents, eh ben, ils ne sont pas toujours d'accord. Ils défendent leur point de vue, ils défendent leur science, parce que chacun a sa science à lui qu'il essaie de mettre en place. Et toi, tu dois essayer de débroussailler autour de tout ça et de prendre la meilleure décision pour l'athlète. Voilà, si on devait résumer ça en une phrase, je le ferais de cette façon. Alors,
Quand on parle de remise en question, moi, il y a un truc, je pense, qui manque dans le monde du MMA. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'ego ou si c'est juste quelque chose qui n'a pas été mis en place. Pourtant, ça existe dans le monde de l'entreprise. C'est la communication dans les deux sens. En entreprise, tu peux, en tant qu'employé, aller voir ton manager et lui faire un feedback sur sa qualité de manager. Ça ne va pas que dans un sens. On a toujours cette vision du manager qui fait les évaluations chaque année ou 2 fois par an avec son équipe en regardant les KPI de ton rôle. Là, c'était bon, c'était pas bien. Je trouve que tu ferais bien de travailler sur telle compétence parce que du coup, tu serais meilleur dans ton taf. Mais normalement, dans les bonnes entreprises, tu as aussi le feedback de le manager va chez ses N-1. J'aime bien le terme que tu utilises en demandant un peu, ouais, moi en tant que manager, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens mal, est-ce que j'ai bien géré cette situation? Et tu apprends de ça, tu apprends d'un feedback direct de personnes avec lesquelles tu travailles au jour le jour, parce que ton rôle en tant que manager dans l'entreprise, c'est quand même de faire réussir les projets de ton équipe. Et donc quand tu donnes des directives ou des tâches ou peu importe à ton équipe, ben, tu t'attends à ce qu'il y ait un retour de là, j'ai pas été motivé par la façon dont tu m'as parlé. Ce genre de choses, c'est très bénéfique pour un manager. En MMA, j'ai jamais entendu vraiment des coachs et des athlètes qui ont ce genre de discussion de voilà, en tant que coach, je pense que tu serais meilleur si tu ferais plus ça, moins ça, j'ai pas trop aimé ce cours-là. Je sais pas s'il y a ça qui est mis en place et si tu penses que ce serait une piste pour s'améliorer en tant que coach. Moi, c'est le dialogue. J'en parlais, hein, je l'ai dit sur plein de coach talk. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire que ma progression en tant que coach, elle a été faite aussi sur le dialogue avec mes gars, notamment Manon, que je mets en avant souvent parce qu'elle est très, très perfectionniste et que de temps en temps, le simple fait d'avoir son retour sur un camp, d'avoir ce retour sur un game plan conseillé pendant un sparring ou pendant un combat ou sur une qualité d'entraînement, me dit, tiens, bah ok, il faut peut-être que je modifie ça et que je modifie ça. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'avoir le dialogue avec elle parce que, comme je le dis dans la vie, on a un autre rapport. Mais malgré tout, même s'il y a le respect, puisque moi les miens, tu sais que je les ai formés pour la plupart et des fois ils ont un peu plus de mal à me parler. Moi, j'établis ce dialogue souvent, tu vois. Quand tu vois, ce matin, on a fait un travail de grappling avec l'équipe qui était orientée sur des positions. Et en fait, je sais que très bien que quand je vais leur expliquer pourquoi je fais ce travail, pour quelles raisons je le mets en place et par rapport à quelle situation je veux qu'il fasse ça, il n'y en a aucun qui va me dire bon ok c'est pourri, mais je ressens le besoin de le faire, comme ça je leur explique que la séance a été je suis pas arrivé comme ça et dire tiens allez vous faites ça, comme ça je regarde mon téléphone et vous me faites pas chier pendant 1 heure et demie, tu vois, et je pense que et du coup ils vont pas te dire non, c'est nul, mais ils vont te dire quand même, ah bah tiens, là j'ai une question, c'est vrai, la problématique, j'arrive pas à le faire, la X-Guard. Alors, regarde, sans trahir de secret de polichinelle, le boulot de ce matin, c'était de la demi-garde avec le knee shield ou avec le crochet intérieur façon garde ouverte. Et je les mettais dans une problématique de scramble là-dessus pour écouter ce qu'ils avaient à me dire. Est-ce qu'ils arrivaient, est-ce qu'ils performaient, est-ce qu'ils étaient mis en échec dans cette position? Si oui, lequel? Et s'ils arrivaient à générer un scramble ou à renverser ou à attaquer le leg lock, et il y avait différents paramètres et à partir de là, c'est plus compliqué quand il y a un rapport hiérarchique d'avoir une critique franche. Ah ça, j'ai pas aimé. Mais néanmoins, en faisant un dialogue, ne serait-ce que consultatif, où il va juste te dire, bah tiens, j'ai bien aimé cet exercice et là j'ai été mis en échec. Je pense que tu n'auras jamais le même rapport qu'en entreprise parce qu'il y a une hiérarchie, parce qu'ils savent que le coach, il gère la carrière, il peut mettre en avant et il y aura toujours un peu ce respect-là ce qu'on appelle en japonais, tu sais, le sensei, le senpai, le doyen, l'ancien. Mais néanmoins, c'est hyper important qu'il y ait un dialogue mis en place et qu'ils comprennent pourquoi tu as mis en place cet exercice, quel qu'il soit, par rapport à quelle problématique, et leur demander un feedback sur leur succès ou leur échec pendant l'entraînement. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Je suis très content qu'on puisse mettre de la lumière là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on a rarement entendu ou qu'on voit rarement, cet aspect dialogue entre un coach et un athlète, bon, hormis dans les combats et dans les embedded et tout, mais c'est rarement, enfin on n'a jamais une vision évidemment d'un feedback d'un combattant qui va chez son coach en lui donnant littéralement un feedback sur comment être un meilleur coach. Et comme tu l'as dit, je pense que il faut que les athlètes se rendent compte de l'importance d'être capable de mettre une critique constructive envers leur coach, parce que s'ils arrivent à
toucher leur coach en disant ouais, ce serait mieux si tu et que le conseil qu'ils donnent est appliqué, ben, ça retombe chez eux en fait. Si tu arrives à donner un feedback à ton coach qui permet à ton coach d'être meilleur, ben, par conséquent, tu vas apprendre mieux ou mieux progresser en tant qu'athlète. Donc, je suis assez content d'avoir pu aborder cette partie-là. La dernière question que j'avais aussi, c'était discussion avec d'autres coachs. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble être potentiellement bénéfique? Parce qu'on reçoit souvent ce feedback d'autres coachs qui disent les coach talks, ça m'aide énormément, moi, en tant que coach, à progresser, à modifier ma vision, à me remettre en question, à poser des questions sur mon rôle et à m'améliorer de manière générale. Donc, bon, nous, on le fait publiquement et on n'a pas de retour, si ce n'est les merci par Instagram ou YouTube. Est-ce que tu penses que des groupes de discussion entre coachs pourraient être quelque chose d'intéressant et pas spécialement que des coachs MMA? D'avoir un coach de MMA qui va discuter, toi, t'es coach de judo, toi, t'es coach de tennis, c'était une discussion un peu sur la pédagogie, l'approche, la vision du rôle de coach. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de bénéfique dans une progression Oui, moi je pense que c'est extrêmement bénéfique. Tu sais, après, coach de MMA, on n'est pas très nombreux en France. Quand je dis coach de MMA, je parle de coach de MMA qui vivent de ce sport ou qui en vivent presque, on va dire. Et là-dessus, malgré tout, moi, ça m'arrive très souvent d'échanger. Il n'y a pas très longtemps, j'ai passé 2 ou 3 heures dans l'après-midi avec Nicolas Haute. Je sais plus, je crois que c'était le KOF de Lille, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a échangé pendant 2 ou 3 heures. Ça m'arrive d'échanger avec Johnny quand on se croise, avec Lionel Brézéfin. Bah, toi, on le fait toutes les semaines et c'est un plaisir. Mais pareil, au RS, bon là, il est occupé, Fernand, mais quand on se croisait, pareil sur des galas, ça m'est arrivé d'échanger avec lui. Et je pense que c'est quelque chose de très bénéfique pour avoir leur vision. Mais la vision intersport, elle est intéressante parce que même si on n'a pas tout à fait le même quotidien en termes d'entraînement, on est amené à avoir les mêmes problématiques. Préparation d'un événement, gestion du stress, gestion de la fatigue, gestion de la préparation, gestion d'un groupe. Parce que pareil, c'est un sport individuel, ok, mais non, en fait, on gère un groupe au quotidien. Donc, je pense que l'échange avec des entraîneurs professionnels de football, de basket, de tennis, où il y a des individualités, mais c'est pareil, tu vois, moi, à Sofia, il n'y a pas très longtemps que j'ai dit à Manon, viens, on passe voir je crois que c'est Kantaroglou que ça s'appelle, juste par curiosité, tu vois, parce que c'est un grand entraîneur qui a eu Serena Williams, qui a eu beaucoup de tennis de très haut niveau. Il a fait un genre de resort extrêmement grand avec salle d'entraînement, préparation physique, restaurant, tout ça à Sofia Antipolis. Et tu vois, ne serait-ce que pour voir ce qu'il avait mis en place au niveau de parce que c'est un genre de performance institute qu'il a fait, tu vois. Et alors imagine si après tu arrives à échanger avec des mecs comme ça, je pense que c'est quelque chose de très enrichissant en termes d'expérience. Moi, tu sais que je viens pas du football, mais j'ai été un peu formé là-dedans et tous les schémas que j'essaie de mettre en place pour la performance, ils viennent de ces côtés professionnels de football. Donc, bien sûr que j'ai échangé avec des entraîneurs de haut niveau au football. Et la façon de gérer un groupe, même si le foot a été quand même très en retard par rapport au sport américain, je trouve, pendant des années, aujourd'hui, elle est très, très bonne. Et je pense que c'est très important de savoir comment tu t'adresses à ton groupe, de quelle façon, quel rapport hiérarchique et complice tu installes dedans. Et vu que nous, on est un sport très jeune, je pense qu'aller prendre des repères ailleurs, c'est une excellente chose. Ouais, et peut-être le dernier truc que je dirais par rapport à ça, c'est que coach sportif, ça a l'air d'être assez clair, mais sans être réellement clair. Voilà, il y a des métiers dans la vie, il y a des rôles dans la vie qui sont très clairs. Tu veux être bon dans ce rôle, il faut être capable d'avoir ces compétences-là et être capable de bien réaliser ces tâches-là. Dans le cas d'un coach sportif, au final, il n'y a que le résultat qui compte. Est-ce que mes combattants font des résultats qui sont bons en compétition? Mais il y a plein d'éléments qui dépendent de ça. Il y a plein de critères qui rentrent et on a déjà fait plusieurs coach talks sur ce qui définit un bon coach, quelles sont les compétences dont il a besoin, quelles sont les compétences humaines dont il a besoin. Et en fait, je pense que la meilleure réponse pour complémenter tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est il faut aller revoir ces épisodes qu'on a donnés. Regardez un peu tous les critères d'un bon coach selon nous. On avait mis la pédagogie, la bienveillance,
la capacité d'individualisation, la capacité à comprendre que chaque combattant a un style différent, que ce qui fonctionne chez les flyweight ne va pas spécialement fonctionner chez les heavyweight et vice-versa. Tout ce genre de qualité. Et il faut simplement, par la suite, se poser la question de, OK, maintenant, si en tant que coach, je veux améliorer juste cette qualité, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit le cas? Alors, les soft skills, on sait que ça se développe plus sur l'expérience et l'introspection et l'autodidaxie. Et par contre, les hard skills, ça se développe par l'expérience, le travail et la pratique et l'échange, comme on a dit, avec les dialogues entre coach et les dialogues coach-combattant, etc., etc. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments auxquels tu avais pensé pour progresser en tant que coach. Non, je pense que la qualité première, et si on doit en mettre qu'une seule, c'est le temps que tu vas attribuer, que tu vas te rendre disponible pour tes athlètes. Je pense que voilà, t'as beau aller vers n'importe quelle tendance, t'informer, te former. Voilà, le plus important, c'est le temps que tu es prêt à mettre pour ton équipe. Ça, c'est le plus important. Après, je pense qu'on a mis beaucoup de choses en avant. Et voilà, le métier d'entraîneur de MMA, c'est passer son temps sur le tapis, se remettre en question, être capable aussi de faire beaucoup de vidéos, parce que malgré tout, ça passe aussi beaucoup par là. Et la pratique. Voilà, la pratique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait un bon entraîneur, c'est le nombre de combats que tu as coachés pour avoir des références, pour avoir des précédents, pour avoir une base sur laquelle t'appuyer toi-même, tu vois, en termes de souvenirs. Ah tiens, là, ça a foiré, mais rappelle-toi, au premier round, ça avait aussi foiré, puis ci, puis là. Voilà, plus tu as de références pour pouvoir creuser un peu dans ta data personnelle, mieux c'est. Donc, il faut de l'expérience, il faut être disponible, il faut se remettre en question, il faut passer du temps sur le tapis parce que les choses évoluent extrêmement vite. Et des techniques qui étaient safe il y a 3 ans, ben, il y a des contres, il y a du travail qui a été fait par-dessus. Il y a des mecs qui ont sorti des DVD. Tu vois, on pourrait prendre 1000 exemples, mais aucune certitude. Ta technique, elle a été bonne à un instant T, et peut-être qu'il y a un autre mec qui a sorti un John Danaher, un n'importe qui a sorti un DVD dessus, qui a eu beaucoup de succès, qui a été acheté, qui a été copié, qui a été ce que tu veux. Et derrière, ta technique, elle a des contres. Donc voilà, il faut être capable de se remettre en question. Je pense que malgré tout, encore dans notre sport, à moins d'avoir une très grosse équipe, il faut pratiquer, ne serait-ce que sous forme de loisir, tu vois, mais pour comprendre et continuer à comprendre ce que tu fais encore aujourd'hui. Et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, déjà, on a fait on n'a plus beaucoup de vie une fois qu'on a fait ça, pour être honnête. Une fois que tu as accompli ces principes-là, tu as sur le papier plus beaucoup de temps libre pour ta famille. Donc c'est mieux si ta famille, elle fait du MMA aussi. Mais voilà, là, on a été à peu près, on a fait un plan un peu large de la séquence. Et si tu as encore un petit peu de temps, effectivement, c'est très bien d'échanger parce que tu as des entraîneurs comme je l'ai dit, on a un sport jeune. Donc un mec en MMA, quoi qu'il arrive, même s'il est pionnier, comme aujourd'hui un Mathieu Nicourt, bah, il a commencé dans les années 90, point. Ça veut dire qu'il a 25 ans ou 35 ans, pardon, de pratique. Tu as des mecs au football qui entraînent depuis 50 ans, 60 ans. Les mecs, ils ont 80 ans, ils ont commencé à entraîner à 20 balais, tu vois, parce qu'il y a une époque pas si lointaine où tu arrêté de jouer au foot à 20 ans parce que ils pensaient que c'était fini après, et puis ils devenaient entraîneurs. Et d'autres qui pensaient que c'était à 30 ans un peu la suite. Et voilà, donc tu as des puits de science qui font ça depuis des décennies qu'il faut écouter. Mais voilà, je pense que la globalité, c'est ça. Et ça ne peut naître que d'une passion. Parce que, pour terminer, c'est une vocation difficile, peut-être encore plus dure que combattant. Parce qu'en France, aujourd'hui, je sais pas, peut-être 20 combattants qui gagnent à peu près bien leur vie. Enfin, 20 combattants entre eux qui gagnent très bien et qui gagnent à peu près bien. C'est-à-dire qui vivent du MMA. Qui n'ont pas de métier à côté. Voilà. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Peut-être une vingtaine, peut-être 30, pardonnez-moi si je me trompe et je citerai surtout pas de nom, mais c'est pour que les gens comprennent. Voilà, allez, on va dire 30, comme ça on froisse personne, mecs qui vivent de ce sport. Sur ces 30, t'en as qui vivent
extrêmement bien et d'autres qui arrivent juste à en vivoter, mais qui en vivent. Et ben, si tu fais le ratio des entraîneurs, je pense qu'il y en a 5 peut-être qui vivent de ce sport, peut-être 10, et je suis pas sûr des 10. Donc voilà, c'est un métier qui doit se faire par passion au départ et pas pour le côté lucratif. Et si après, derrière, tu arrives à en vivre, ben, c'est magnifique. Pour moi, la base du succès dans peu importe quel domaine, sportif, artistique et entrepreneurial, c'est passion et mettre les heures. Si tu es passionné par ce que tu fais et tu mets les heures, c'est un peu le consistency over time qu'on n'arrête pas d'entendre pour le succès, même sur les réseaux sociaux. Voilà, consistency over time avec de la qualité. Je pense que c'est un mot qui est très important. Et la qualité, tu l'obtiens avec la pratique. Comme on nous conseille souvent, si tu veux commencer des podcasts, ben ton premier podcast, il sera nul. Le deuxième, il sera moins nul. Le suivant, il sera moins nul. Et puis, à partir d'1 an, tu seras bon. Et puis, à partir de 5 ans, tu seras excellent. Et il faut juste pas lâcher. Par contre, si tu fais un podcast et puis 3 mois et puis un autre podcast et puis de nouveau 3 mois, tu seras juste nul à chaque fois parce qu'il manque le côté régulier. Non, mais c'est vrai. Et je pense que je vais pas faire un long débat là-dessus, mais voilà, les gens cherchent la pilule magique et y en a pas. on nous vend des formations super chères. Je les ai jamais achetées parce que voilà. Et les gens, quand ils achètent ces formations, ils pensent avoir la solution magique facile où je peux rester dans mon canapé, travailler une demi-heure par jour et devenir millionnaire. Non, si tu veux être millionnaire, tu trouves ta passion et tu investis les heures et encore plus d'heures et encore plus d'heures. Et quand on dit des heures, c'est pas 8 heures par jour, c'est plus que ça. Ok. Ah oui, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, mais c'est une passion. Puis j'espère que le travail qu'on fait nous de notre côté et que font d'autres podcasts est aussi éducatif et que ça peut aider également parce que je pense que le podcast aujourd'hui c'est une source d'information qui est magnifique, immédiate, disponible. Et si c'est les bonnes personnes qui te donnent des informations, elles peuvent te faire progresser encore plus vite. Ouais, et je trouve Voilà, que c'est le mot de la fin. c'est très important de dire passion parce que justement quand on dit qu'il faut mettre les heures pour réussir, si tu mets les heures dans un truc que tu n'aimes pas, ben à un moment tu vas faire un burn-out ou ça va te saouler ou tu vas arrêter. Si tu es passionné, tu comptes pas les heures. C'est une expression qui est assez connue. Et voilà. Alors je sais, il y a des gens en commentaire qui vont dire non, c'est pas vrai, je connais quelqu'un qui a fait le buzz avec rien, genre le gars qui fait ça là, tu vois, il a pas mis des heures avant de faire ça, il a lancé, ça a fait un buzz et maintenant il est millionnaire. Oui, il y a des rares exceptions, mais est-ce que tu veux être inspiré par quelqu'un qui a eu une idée qui a fonctionné? C'était imprévisible que ça cartonne à ce point-là. Mais oui, il y a des exceptions à la règle, mais si tu veux pas manquer ton coup. Chris, même lui, il a bossé, hein. Mais oui, en plus. Tu sais que je crois qu'il s'appelle Kaby ou Camille. Même lui, il a bossé parce que ok, la fin des sketchs, c'est ça. Mais il y avait des sketchs avant quand même. Ben voilà, tu vois, il y avait des sketchs sur lesquels il a fait un jeu d'écriture, sur lesquels il s'est interrogé, sur lesquels il a dû être inspiré. Et comme j'aime bien moi ce que tu as dit, je vais rebondir dessus pour finir avec lui. Je crois que c'est Kaby qui s'appelle. Je pense que au début il y avait des vidéos qui ont complètement foiré et puis celle d'après était mieux, celle d'après était encore mieux et celle d'après a fait le buzz, tu vois. Malgré tout, le geste est devenu iconique, mais il y avait un travail derrière avec des sketchs, avec un travail d'humour, de comique qui a fini par percer après. Et je pense qu'il était réuni par la même chose que nous, une passion. Alors lui, c'était la passion de faire rire, et nous, c'est la passion de faire performer les gens à l'intérieur d'un octogone ou sur un tatami. Mais voilà, ouais. Je pense que sans passion, tu fais rien du tout, de toute façon. Il y en a qui réussissent, hein. Il y en a qui sont ultra disciplinés et qui vont réussir dans des milieux qui les intéressent pas spécialement. Respect à eux. Mais voilà, nous, on est quand même ici pour donner un conseil. Et je pense que c'est un bon conseil de d'abord trouver sa passion et une fois qu'elle est trouvée, mettre les heures. Et pour être un bon coach, voilà, il faut être passionné par le coaching et mettre les heures. Et on peut rien rajouter après cette phrase. Voilà, c'est ça. Et puis bon, il y a mettre les heures et il y a mettre les heures de manière efficace. Donc évidemment, il y a tout le côté efficacité. Mais alors, on serait parti sur 3 heures sur comment définir l'efficacité. Voilà. Pour faire simple, l'efficacité, c'est que chaque minute que tu investis dans quelque chose est investie de manière optimale. Donc te fait avancer de façon optimale vers un objectif. Si ton objectif c'est d'être coach de MMA et que tu commences par cuisiner des spaghettis, bah t'as pas investi ton temps de manière intelligente par rapport à ton objectif. Voilà, c'était un exemple pourri et j'aurais préféré de clôturer avant de le donner. Mais on fait tous des erreurs et on va pas le couper au montage. Voilà,
Ça fait 2 ans qu'on fait des podcasts, on n'est pas encore à 5 ans, on est OK, on n'est pas encore excellent. Voici une belle erreur pour clôturer tout ça. Il y a une marge de progression, je reste passionné, je continue de mettre les heures, continue à nous suivre parce que dans un an, je serai meilleur que ce soir. Ciao, ciao tout le monde.